Bonjour à toutes et tous, nous allons démarrer la deuxième session s'il vous plaît. Alors cette deuxième session, elle est articulée autour de la thématique expérience pédagogique intégrant le vivant humain et non humain. Deux présentations vont vous être faites. La première s'appelle Invite architectural, studio d'écologie architecturale appliquée. Donc elle est proposée par deux collègues de l'ENSA de Paris-La Villette et du laboratoire Gerfo, donc Xavier Lagurgue et Fiona Meadows. Et donc elle va vous être présentée par Xavier Lagurgue, qui est architecte des PLG, docteur en architecture et professeur TPCU, donc à l'ENSA de Paris-La Villette. Non, j'ai partagé l'écran. Et il fonctionne. Oui, pardon. Oui. Bonjour à toutes et tous. Merci de m'avoir accueilli et de nous avoir accueillis, d'avoir obtenu cette proposition de communication que je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui. Malheureusement seul parce que je n'ai pas réussi à convaincre mes étudiants et étudiantes de nous rejoindre. Bon, alors Invite architectural, ce titre... Donc, on va reprendre des choses au fond que vous avez déjà vues un petit peu dans la première. On va reprendre un petit peu des choses que vous avez vues dans la première session, mais peut-être, enfin, avec un autre angle d'approche un peu plus précise. Invite architectural, l'idée c'est d'inviter par l'architecture le vivant à cohabiter. Comme l'a dit Rosalia, c'est vrai que l'architecture se soucie peu de ça jusqu'à présent, mais en même temps, c'est un formidable champ d'investigation qui s'ouvre à elle. Que l'architecture puisse se donner comme enjeu d'être support d'écosystème, d'être support de fonctionnement écosystémique, ça peut être un renouvellement dans la façon de travailler la forme architecturale qui est tout à fait considérable. Donc c'est vrai que je suis dans un laboratoire qui est philosophie architecture, qui est Gerfo. Ça marche pas? Non, je n'arrive pas. Et puis dans un deuxième aussi, au CESCO, au Muséum d'histoire naturelle, qui est un laboratoire d'écologie. Et donc ce studio qu'on vous présente là, avec Fiona Meadows, c'est un studio qui est inscrit dans le domaine d'études construction à la Villette. Donc il y a un enjeu à construire. On a appris avec les rencontres ENSA-ECO successives que construire échelle 1, c'était une des dimensions fondamentales de l'apprentissage de l'écologie en architecture. Et donc moi j'ai emboîté ce pas-là. J'ai enseigné pendant très longtemps en S9, S10 et je voulais changer pour faire des choses plus expérimentales. Et donc, voilà, ça demande un peu de bienveillance parce que c'est un peu expérimental. Ça paraît assez, comment dire, ça pourrait paraître des enfantillages. On essaye de le faire très sérieusement. Alors, les protagonistes de cette affaire-là, c'est d'abord un site qui est le jardin d'agronomie tropicale de la ville de Paris, qui est situé dans le bois de Vincennes, qui est un jardin intéressant parce qu'il a un passé qui est chargé à plein de titres. 1907, exposition coloniale, zoo humain, et pendant longtemps, diverses affectations, mais principalement la charge de former les ingénieurs agronomes et en charge de l'acclimatation des plantes qu'on destinait aux colonies ou qu'on faisait venir des colonies sur le territoire. Et puis, il est aussi le lieu où Ignacy Sachs, 1972, précurseur du développement durable, qui, en opposition au halte à la croissance du rapport Meadows, dit on ne va pas pouvoir faire ça, on va faire un éco-développement. Ignacy Sachs a fondé un laboratoire qui s'appelle le CIRED
et qui est installé au Jardin d'agronomie tropicale. De ce laboratoire est née une institution qui s'appelle la Cité du développement durable, qui nous a invités, et donc c'est notre terrain de jeu. Et donc, notre terrain de jeu, c'est... On est porté, évidemment, le studio est à la Villette, le P802, la ville de Paris, la Cité du développement durable. Y était déjà Sorbonne, Panthéon-Sorbonne, avec qui donc on a fait ce studio ensemble, donc les étudiants de Panthéon-Sorbonne, dans un institut qui est l'Institut de développement, IEDES. Et eux, ils ont travaillé à la mise en récit des petites histoires qu'on va raconter. Et puis une entreprise qui est Mercantera, qui nous a sponsorisé et qui est spécialisée dans les radeaux flottants. On en trouve sur le bassin de la Villette actuellement. Donc le sujet de ce projet, voilà l'équipe. Donc ça il y a une dimension l'école hors les murs, enfin la classe hors les murs, enfin voilà, qui est très importante là-dedans. Donc ça c'est le cadre. On est un petit peu à la fin, mais enfin les gens ont quand même la banane. Ça c'est plutôt bien passé. Ça a été une année merveilleuse. Et on voit ici, le jardin d'agronomie tropicale et notre terrain de jeu, c'est ce petit plan d'eau qui est là. Donc là, c'est le fameux bâtiment avec tous les laboratoires. Là, c'est la zone étudiante. Et puis, ce petit plan d'eau qui est là, avec une arrivée d'eau qui est juste ici, et puis une sortie d'eau qui va être là. Donc tout est artificiel. C'est un jardin dans la grande tradition de ce qui se faisait à cette époque-là, parfaitement artificiel, mais un très très beau jardin et qui est un lieu public. Donc en fait, les étudiants vont travailler à faire des installations sur ce plan d'eau, et ces installations vont être exposées au public tout l'été de juillet à septembre. Il y a des habitants. Des poissons, des papillons, un certain nombre d'animaux. Et donc, nous, on a un peu plus d'étapes que précédemment, mais ça reprend bien cette idée de boucler après être intervenu, vous allez voir. Mais on commence par faire un diagnostic croisé. Ça, c'est une notion mise en place par Philippe Clergeau au Muséum, c'est-à-dire un diagnostic croisé avec d'un côté quelque chose de traditionnel, un socio-écosystème, et de l'autre côté, l'écosystème tel qu'il se présente à nous, c'est-à-dire le déjà là. C'est-à-dire on observe effectivement ce qui est déjà là. Alors là, comme on est finalement dans un temps très court d'un semestre qui dure finalement 5 mois, on a extrait un certain nombre d'acteurs et d'usagers, les résidents du jardin, les visiteurs, et puis on a ciblé quelques éléments de l'histoire, puisque l'intérêt d'être dans ce jardin, c'est qu'effectivement, il y a un enjeu colonisation, décolonisation, il y a un enjeu théorique très fort d'être dans un site avec un passé, somme toute, assez lourd. Une question de politisation ou de dépolitisation de la nature aussi. La question de la mémoire, dont on a vu récemment que les questions de mémoire et d'histoire dans l'actualité, ça pouvait s'opposer, mais donc là, on est plutôt sur des questions de mémoire en réalité, parce que c'est un jardin qui porte un passé colonial, mais où on a encore des pavillons, notamment le pavillon d'Indochine, avec des gens qui viennent se recueillir sur ces pavillons, donc c'est un site assez complexe. Et puis, évidemment, une nature riche, bien que totalement due à la main de l'homme, ou presque totalement, avec des espèces végétales qu'on a stratifiées. Donc là, c'est ce qui est donné aux étudiants, hein, cette slide. Et puis un certain nombre d'espèces animales, où là, la première année, donc là je vous montre le 2024, en fait, on ne savait pas vraiment ce qu'il y avait. Et j'ai demandé à Rosalia tout à l'heure, quand elle fait ses observations, comment elle fait, parce qu'en fait, dans l'année, il y a un moment privilégié pour travailler sur le vivant, et puis il y a beaucoup de moments où ça ne va pas du tout, et quand on démarre, nous, notre semestre 8, on est en février-mars, et là, la nature est en dormance, et on peut observer tant qu'on veut, on verra qu'un tout petit bout de ce qu'il y a. Donc cette année, c'est beaucoup plus facile parce qu'on a la liste des espèces puisqu'on les a vues, et l'an dernier, c'était un peu plus compliqué. Donc on commence par des relevés espèce par espèce, voilà, de tout ce qui environne ce plan d'eau. Et puis, voilà, la base théorique de ces invites architecturales, c'est ça, avec deux textes qui sont Gibson pour l'écologie de la perception visuelle, avec la notion d'affordance.
Alors, j'imagine que vous savez tout ce que c'est que l'affordance. Enfin, en 2 mots, quand vous prenez une poignée de porte, vous ne la prenez pas avec les pieds. Hein, elle est là, elle est faite pour votre main ou ce micro. Voilà, ce micro. Enfin, il y a un espace autour de lui et je sais qu'il faut que je me mette pas loin. Donc, en fait, il conditionne l'usage de l'espace. Ben, c'est une affordance. Et ça, c'est un truc qu'on partage avec le vivant. On le partage avec les plantes, avec les moustiques, on le partage avec tout ce qui vit et qui est à peu près à notre échelle et qui a une perception. Et ça, l'architecture n'en parle pas, on ne joue pas avec, et c'est le travail qu'on essaye de faire. Donc, l'idée, c'est qu'on a un petit dispositif qui est installé sur le plan d'eau, qui doit avoir des qualités esthétiques, qui va s'adresser à une espèce en particulier, qu'on va cibler, dont on va étudier les capacités à la fois perceptives et actentielles. Alors là, l'autre texte, donc Gibson d'un côté, Westkuhl de l'autre, milieu vivant et milieu humain, l'espace de l'Attique, avec ses capacités perceptives et ses capacités actentielles, pauvre en monde, et puis l'espace des humains, riche en monde. Voilà. Et donc le lieu, enfin ce lieu, cet objet architectural, il invite à la fois le vivant à s'en servir, et il nous relie, nous, êtres humains, qui venons l'observer. Et donc, en ça, on fait système. L'enjeu, ben, c'est effectivement, pour l'instant, en ville, on cherche à introduire la nature en ville et on sait bien à végétaliser les bâtiments. Et voilà. Mais on sait bien qu'en fait, on n'y arrivera pas si on ne fait pas écosystème. Et c'est si on fait écosystème qu'on va devenir économique et qu'on va peut-être se sauver un petit peu, en tout cas. Déjà, alors, bon, évidemment, la résilience urbaine est liée aux effets d'îlots de chaleur urbains. Mais quand on végétalise, ben, effectivement, on amène plein d'animaux, avec plein de résistance à tout ça. Et en tant qu'architecte, être capable de s'adresser à ces communautés vivantes d'une façon beaucoup plus complète qu'on ne le fait, ça me paraît être un défi super intéressant. Donc ça, c'est la théorie. Alors voilà, quelques projets qui sont très très simples. On commence par donc sélectionner une espèce invitée, par exemple là, le martin pêcheur. Donc un martin pêcheur, ça pêche en chassant depuis une certaine hauteur. Donc là, c'est juste 2 minutes, il me reste une petite porte, mais j'ai dit l'essentiel, je vais aller vite. Donc on va construire, on va s'intéresser de très près, donc on va dessiner aussi, on va refaire du dessin anatomique, on va dessiner pour chaque espèce choisie la façon dont elle voilà, comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'elle comprend, qu'est-ce qu'elle voit. On va faire donc un travail tout à fait traditionnel de cours et de rendu successif à l'école. Puis on va construire, ou plutôt préfabriquer, avec de la récupération, avec les moyens dont on dispose. Chaque étudiant fabrique et construit seul, de façon à mener la démarche, enfin seul en groupe, mais chacun porte un projet. Voilà, avec de la préfabrication. On va installer, on va transporter aussi tout ça. C'est-à-dire, ça fait partie du truc, c'est-à-dire que la quantité de matière mobilisée, la façon dont on se les procurer, l'énergie qu'il faut mobiliser pour transporter, toute la chaîne logistique qu'il faut mettre en œuvre pour adapter le projet à quelque chose de faisable ou pas. En le faisant seul, là, on comprend très vite qu'est-ce que c'est que la frugalité constructive, qu'est-ce que c'est qu'un détail constructif. Donc là, on ne peut pas échapper, quoi. Toutes les phases on les prend plein de figures. Après, on installe. Donc là, c'est un grand moment ludique ou pas, parce qu'il y a eu évidemment plein de catastrophes. Voilà, donc avec des systèmes d'observation, comme ici, pour avoir des images, ça s'adressait à l'épinoche. Voilà, typiquement une installation pour une araignée. Alors là, pardon. Là, on est dans l'observation. Alors, on s'adressait à une espèce d'araignée qui n'est pas du tout présente sur le site. Celle qui est présente, c'est celle-là, qui a une forme un peu étirée comme ça, et qui fait une toile horizontale et qui s'est appropriée cette structure. Ça fait partie des affordances qui ont fonctionné. Je vous montre surtout celle qui a le mieux fonctionné de toutes. C'était cette espèce de ponton qui était destiné aux tritons. Des tritons, il n'y en a pas. Bon. Mais par contre, ce qui est venu, ça a été, alors cette magnifique tortue de Floride, quand elle a vu le ponton, bah elle traversait, elle a vu le ponton, elle est venue direct. Elle s'est dit c'est quand même plus cool pour sortir de l'eau. Donc c'était super parce que ça montre à des architectes qu'on peut communiquer, c'est-à-dire on peut adresser une affordance qui n'aura pas du tout le même signe. Là par exemple le projet était très faible
dans ce qu'il adressait à l'être humain, mais très fort dans ce qu'il adressait à l'animal. Donc, c'était qu'à moitié réussi quelque part. Alors qu'on en verra d'autres où c'est plutôt l'inverse. Et puis, tout de suite, on a vu ça qui était assez merveilleux, c'est les têtards qui viennent se solariser dans très peu d'eau, et au moment où ils mutent, ils viennent respirer dans les cotones là, que constitue la lisière de l'eau, parce que justement, c'est quelque chose qui... Voilà. Donc, c'était pas tout à fait prévu, mais c'était quand même pour des batraciens et des amphibiens, donc c'était plutôt réussi. Alors ça, c'était pour la poule d'eau, un abri pour la poule d'eau. Ça fait du sens avec des masques africains, donc là, ça s'adressait vraiment à nous. Ça n'a pas très bien marché par rapport à la poule d'eau, qui n'a jamais foutu les pieds là-dedans. Ça lui a plutôt fait peur, et voilà. Mais alors on a travaillé avec les jardiniers de la ville de Paris aussi. Il y a eu tout un protocole, hein, parce que c'est quand même un lieu public. Donc, mais voilà, il est encore en place celui-là. Alors là, ça a été longtemps débattu parce qu'effectivement, on a recyclé des bouteilles d'eau. C'est très très joli petit objet avec une racine et une serre faite avec des bouteilles d'eau. Ça a très mal marché, il ne s'est rien passé du tout dessous. Voilà, ça. Mais par contre, esthétiquement, c'était un objet intéressant, quoi, qui faisait une tache de couleur. Et donc, il y a eu toute cette partie d'observation. Ils ont un mois, ils installent fin mai, et tout le mois de juin, ils observent. Dans cette période-là, on a dessiné, c'est-à-dire on a construit sur esquisse, mais ensuite on dessine. Et on a aussi renseigné ce qu'on avait vu sur un site internet créé pour le projet et qui est accessible en ligne. Et donc, du coup, ça a permis de faire des dessins où on apprend à dessiner des dessins techniques aussi sur ce qu'on a construit. Donc ça, c'était vachement intéressant, avec je pense un bon niveau de dessin. Un jury qui réunissait des artistes, les jardiniers, voilà, un jury transdisciplinaire qui se faisait dans notre salle de classe. Et puis un site internet donc, qui est en ligne, et donc on va enrichir de la nouvelle session où on peut voir le détail de chaque projet et où il y avait une dimension science participative qui a pas fonctionné comme on aurait aimé, mais qui rend compte de la multiplicité des démarches. Voilà. C'est bien. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation de ce studio extrêmement stimulant, puis pour la qualité aussi des illustrations. Ça donne vraiment envie de parcourir cet espace. Maintenant, donc, nous allons écouter la deuxième présentation de cette session, présentation intitulée CICLI, les vivants du PAV, le PAV étant le secteur Praille, Acacia-Vernet à Genève. Donc c'est une initiative pédagogique menée par 4 collègues de l'EPIA Genève, la Haute École du Paysage, d'Ingénierie et d'Architecture de Genève, avec donc Michael Tronchelini, Christian Van During, Nicolas Lodani, et donc aujourd'hui c'est Valentin Kunik, qui est architecte et enseignant à l'EPIA, qui va présenter cette initiative. Ça marche. Bonjour toutes et tous. Le retour son a l'air pas mal. Merci pour l'accueil. Merci beaucoup de recevoir une école suisse, étrangère, lointaine, pour ces discussions. Je suis vraiment très très content et je pense qu'en tant qu'enseignant, c'est assez fascinant de pouvoir participer comme ça en grand réseau et à pas mal de choses. Et voir ce qui se fait, voir ce qui se pense, et puis voir tout ce qui est possible ailleurs. Alors, j'ai fait des pieds et des mains pour changer ma présentation il y a quelques minutes, parce que j'avais mis des notes hier soir pour être concis, précis et efficace. Je ne peux pas avoir le mode présentateur, donc je vais faire ce que je peux. Criez-moi dessus si je suis trop long ou si j'ai des choses pas intéressantes. EPIA, donc nous sommes une école basée à Genève. Un tout petit mot là-dessus. C'est une école qui appartient en réseau. Et là, la particularité par rapport à, je pense, au réseau des ENSA, d'être une école qui associe le paysage, l'ingénierie et l'architecture. Et sur les 1160 étudiants, on a 9 bachelors qui sont ici listés derrière moi, qui nous permettent en fait, en tout temps, d'avoir accès à des compétences multitechniques, multiscalaires qui sont super intéressantes.
C'est toujours possible qu'on se pose une question, d'aller voir un agronome, de discuter avec un microtechnicien qui fait des montres, ou de gestion de la nature, informatique, ainsi de suite. Ça permet, à mon avis, d'aborder des problématiques complexes, contemporaines, comme les questions de l'écologie. Ça permet de les aborder dans une attitude un tout petit peu plus large que mon champ à moi et ma spécialisation, qu'est l'architecture. Donc, voilà, au sein de l'école, nous avons un cours qui s'appelle le cours Construction et Environnement, qui est donné une fois par semaine au S4 à tous les étudiants du domaine de la construction, pour dire ça comme ça. Donc, on est on est représenté par architecte du paysage, génie civil et architecte. Là, vous voyez derrière moi la liste des étudiantes qui ont participé cette année au travail, au premier plan, qui regardent comme ça, mes 3 collègues pour ce semestre. Cette pensée comme ça en interdisciplinarité est vraiment assez super et permet, comme je l'ai dit, en fait, de vraiment faire appel à plusieurs compétences, plusieurs savoir-faire, et aussi petit à petit de raffermir certaines idées ou d'affirmer plus certaines positions. En tant qu'architecte, je ne suis pas un généraliste, je suis le spécialiste de l'espace et de la construction. C'est mon rôle, c'est ça qu'on attend de moi, et ça me permet, au cours du développement des différents projets, de pouvoir me positionner comme ça. Ce semestre particulièrement, on a décidé de travailler pédagogiquement en mettant très fort l'accent sur la méthode du bricolage, inspiré clairement de Lévi-Strauss et de sa pensée sur ses pensées sauvages, où ce qu'on demande dans une école technique à des étudiants, c'est de penser avec leurs mains, de tester des choses, d'incorporer complètement les savoirs et les différentes choses. On ne leur demande pas de nous mesurer la dimension qu'il faut pour une poutre en bois ou je ne sais pas quoi. On leur demande de la prendre, de la tester, de la percer, d'essayer de fabriquer ce qui est possible de fabriquer avec et de voir ce qui se passe. Évidemment, tout cela va nous amener aussi à une réflexion sur toutes les contingences qui entourent un projet, qu'elles soient du calendrier, très particulier cette année, qu'elles soient sur les ressources, qu'est-ce qu'on a à disposition dans un périmètre donné pour atteindre certains objectifs, ressources évidemment humaines aussi, pour dire ça comme ça, donc on est une trentaine d'étudiants, on n'est pas 10, on n'est pas 60, et puis ressources financières, parce qu'on a un certain budget pour atteindre un certain objectif. Donc on essaye comme ça, dans une école d'ingénieur, de penser par la fabrication, par petit ajout, comment est-ce que c'est possible de constituer une pensée, et ainsi de suite. Donc ici, je vous montre plusieurs de ces étapes, un tout petit peu itératives, qui nous ont portés, qui sont des moments, qui sont autant des moments de nécessité de mise à plat, mise par le dessin d'un certain nombre d'idées, qui vont nous permettre ensuite de communiquer avec d'autres personnes, des tiers à l'exposition ou des tiers à notre écologie à nous. On est obligé d'échanger entre nous, on est obligé d'aller sur place, de mesurer, de vérifier, de s'informer à travers toutes ces choses sur les différentes contingences. On fait avec comme vous voyez sur ce camion le Big Bag de terre, on fait avec ce que les écoles voisines, donc l'école de Lullier qui appartient à l'EPIA, ce qu'ils sont capables de nous faire, de nous prêter, et ainsi de suite. L'interdisciplinarité, complètement au cœur de cette réflexion, comme j'ai déjà mentionné, c'est vraiment génial et c'est vraiment une super opportunité pour nous de pouvoir prendre un certain nombre d'étudiants et de les faire collaborer sur un projet particulier, en les aidant à identifier quels sont eux et elles leurs domaines de compétences particuliers et comment est-ce que dans un grand tout, on est capable ensemble, de manière holistique, on est capable de répondre à un besoin ou à une demande, rendre le monde plus habitable et pas moins pour les années à venir. Un autre pôle qui nous a beaucoup occupé ce semestre, sur lequel je suis arrivé un tout petit peu comme ça en balbutiant, un tout petit peu devant mes collègues, en ayant peur
de raconter à des ingénieurs en béton que le vivant, c'était essentiel, et puis qu'il fallait le prendre en considération, et que c'était une des premières portes d'entrée de la pensée pour le territoire, la construction et l'environnement urbain. Donc on a commencé sur un site donné à analyser qu'est-ce qu'il y avait sous nos pieds, dans les égouts. On avait voulu essayer de faire quelques prélèvements. Où est-ce qu'on trouvait des vivants, dans quelle situation, et dans quel type d'import-export, j'ai envie de dire, de vivants, certaines choses se trouvaient. En mots sur le cadre du travail, plus précisément du semestre, ayant fini cette première partie pédagogique, ici, certainement que vous reconnaissez le bout du lac, l'aimant, communément appelé lac de Genève, par ici, la rade, et toute cette partie ici du... Est-ce que la souris bouge? Oui. Toute cette partie du bas de la ville, appelée la zone du Pave, pour Praille, Acacia, Vernet, qui sont les 3 quartiers traversés ici, avec la ville de Carouge sur le côté. Simplement dit, mais sans mes notes, je vais peut-être vous faire faux dans les chiffres, c'est quelque chose comme 12 000 habitants et 5 700 nouveaux emplois qui vont se répartir ici sur l'entier de ce territoire. Une première zone a déjà été construite proche d'un arrêt de train, par ici. Elle est construite, elle est présente, et elle ne répond déjà pas elle ne répond pas aux besoins ou aux pensées contemporaines. Donc quelque chose qui a été construit il y a quelques années nous paraît déjà complètement obsolète. D'où l'intérêt, en fait, pour une école comme la nôtre, de pouvoir participer à la discussion et de dire bah oui, il faut savoir construire, il faut trouver des bonnes formes urbaines, il faut se poser des questions de densité, on a des questions de mobilité à résoudre, d'inclusion interhumaine qui sont évidentes. Par contre, penser un aussi grand territoire sans inclure les vivants non humains paraît complètement impossible. Donc, essayons de faire ça. Alors là, pour le coup, moi j'y suis allé un petit peu franco, un petit peu les épaules en dehors. Et puis par contre, le retour de la direction et du politique était alors très très timide, très très calme. Monsieur Koenig, vraiment, est-ce que vraiment ça va nous servir à quelque chose? Essayons déjà un petit truc dans un coin. Et là, c'est présenté l'opportunité de travailler... Je me tourne dans ce sens, du coup. Là, c'est présenté l'opportunité de travailler avec le pavillon Cycli, qui lui-même avait, en collaboration avec Coloco, une exposition qui s'appelle « Devenir jardinier planétaire, la préséance du vivant ». Vous avez peut-être vu quand elle était à Versailles, et vous l'avez peut-être vu quand elle était à Lyon. Une exposition géniale qui permet d'inclure l'être humain dans une grande biosphère un tout petit peu étendue. Et du coup, nous avons, au cours de ce semestre, travaillé avec Coloco, travaillé avec la Fondation Cycli, les propriétaires du bâtiment, qui est du coup une salle d'exposition, vous l'aurez compris. Nous avons travaillé avec eux pour mettre en place, dans l'espace public autour du bâtiment, un certain nombre d'objets interactifs qui permettent aux vivants de pouvoir coloniser l'espace, exister dans l'espace, dans l'idée évidemment de pouvoir permettre de quitter cette zone un tout petit peu d'exposition et pouvoir disséminer un certain nombre d'idées beaucoup plus loin. Là derrière, vous voyez donc un premier projet où on utilise la toiture de ce très grand et très beau bâtiment, une magnifique coque en béton de Isler. On l'utilise non pas comme monument historique, mais comme grande surface de captage d'eau. Ensuite, on redistribue cette eau de manière un peu utilisation des communs à travers tout le système, pour ensuite dégringoler en cascade, se purifier et devenir rejetable dans l'espace public ou dans les égouts publics. Un autre groupe d'étudiants a travaillé sur un certain nombre de graffitis, où ils se prenaient comme ça un petit peu la voix du vivant ou la voix du verre, pour essayer de trouver un certain nombre de slogans qui pouvaient être assez forts. Donc on avait Climax, béton égale extinction. Celui du bas avait été fait sur le cendrier de l'école d'ingénieurs. Il n'a pas tenu la matinée, il a été râpé et enlevé tout de suite. Je pensais pas avoir le son, excusez-moi, ça va faire mal. Un autre projet qui a été monté comme ça sur toute cette grande...
Un projet qui a été monté comme ça sur tout ce grand pan, lui, travaillait avec autant des questions de couleur et de symboles et de signalétique de la couleur, en s'inspirant de questions ou de problématiques de signalétique au milieu du monde animal. Et installé comme il l'était, devenait aussi un grand objet réactif au vent et au passage du vent, ce qui a été une très très grande découverte pour les étudiants, de comprendre à quel point en fait, le vent bouge dans tous les sens et partout tout le temps, et pourrait faire partie de leur pensée dans la planification. Dernier, le jardin temporel. Ici, lui représente 5 bacs, les uns après les autres, avec une petite zone d'eau au fond. Dans ces 5 bacs, à la suite, on trouve gauche-droite la végétation de Genève aujourd'hui, la végétation de Genève post-réchauffement climatique en 35, ensuite 2050, ensuite 2080. Quelque chose comme ça dans les ordres d'idées. Évidemment, les étudiants, quand ils vous racontent l'histoire, c'est complètement utopique, c'est une espèce de narrative et tout ça, et qu'on les pousse à aller chercher ok, va chercher un cactus et puis mets-moi un cactus dans un pot pour me montrer ce que c'est. Avoir touché ce cactus et vivre avec ce cactus leur donne une vision vraiment complètement différente de qu'est-ce que c'est. Et voici une espèce de résultat complet qu'a je m'arrête sur cette slide, je vais pas jusqu'aux deux suivantes. Ça donne cette ambiance ou cette atmosphère un petit peu de l'ensemble, d'une grande holistique où on est obligé de mélanger. On a très envie de mélanger tous ces vivants et toutes ces choses. L'exposition est encore en cours, vous pouvez la visiter, c'est tout à fait possible. Les étudiants sont encore en train d'en prendre soin, ce qui est aussi quelque chose d'assez génial dans une école d'architecture. Faire un projet, le mettre en place, le poser, mais savoir qu'on a 8 semaines du semestre où on fait la fabrication et 8 semaines où on prend soin et on entretient, c'est aussi un petit plaisir pour moi d'avoir réussi à mettre ça en place. Je m'arrête là. Il est temps de dialoguer maintenant. Hein. On a passé beaucoup de temps à écouter, pas assez pour toutes les présentations, mais en tout cas, on a déjà passé du temps à écouter. Donc maintenant, il est temps de partager et réfléchir ensemble. Ce moment va être animé par Vincent Laureau à ma gauche, enseignant TPCAU de l'école, et par Taïna Nessan, étudiante qui fait partie du pôle d'étudiants hyperactifs sur la préparation des rencontres et qui est en master... en licence 3, pardon. Tu vois, je te vois plus grande déjà. En licence 3. Et pour nous accompagner dans cette réflexion, nous avons 2 invités qui sont Sébastien Marot, si vous voulez bien venir avec nous, et Justine Lajusse-Pueyo. Alors, pour ouvrir les débats, nous allons accueillir Justine Lajusse-Pueyo, qui est diplômée de l'École nationale supérieure d'architecture de Bordeaux en 2015. Elle se spécialise dans la restructuration de bâtis existants et l'usage de matériaux bruts et naturels. En parallèle de son activité de maîtrise d'œuvre, elle mène un travail sur les architectures vernaculaires et s'inspire de leur ingéniosité thermique et structurelle pour faire projet. Et en 2023, elle a publié un ouvrage What About Vernacular, récompensé du prix du livre Architecture mention jury, étudiant de l'Académie d'architecture 2024. Alors, j'ai la lourde tâche de présenter Sébastien Marot, qui a un CV assez impressionnant. Donc j'ai essayé de résumer, je suis désolé, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, philosophe de formation, docteur en histoire et titulaire d'une HDR. Sébastien Marot est professeur d'histoire de la théorie et de l'environnement à l'école d'architecture de Paris-Marne-la-Vallée, Paris-Est. Et également professeur invité à l'école fédérale de Lausanne. De 1987 à 2002, il a été délégué général de la SFA. Il a fondé et dirigé la revue Le Visiteur de 1995 à 2002. Il est également critique, éditeur et traducteur occasionnel autour des figures de Thomas de Kessy, André Corboz, John Birkenough Jackson,
Charles Lamb, Rem Koolhaas, Oswald Matthias Ungers, notamment pour la publication de Berlin Green Archipelago, et aussi des ouvrages de David Holmgren. Ces écrits portent en particulier sur le paysage. L'alternative du paysage est un des titres en 1995, et puis l'art de la mémoire, le territoire et l'architecture en 1999. Il a enseigné comme professeur invité dans plusieurs prestigieuses écoles d'Europe. Comme j'ai pas beaucoup de temps, je vais passer, mais voilà, faites-moi confiance. À son retour à l'ENSA Paris-Est, il a fondé la revue Marne, document d'architecture. Et en 2019, il a été invité pour la Triennale d'architecture de Lisbonne, où il a été commissaire pour l'exposition qui s'est intitulée Taking the Countryside, agriculture et architecture, qui a voyagé depuis dans plusieurs villes d'Europe. Et la version française et enrichie du livre éponyme s'appelle « Prendre la clé des champs, agriculture et architecture », qui a été publié chez World Project en 2024. Enfin, l'Académie d'architecture lui a successivement décerné en 2004 la médaille de la critique d'architecture pour l'aventure Le Visiteur, en 2010 le prix de la thèse en architecture pour sa thèse Palimpsestius Ithaca, un manifeste relatif au suburbanisme, et en 2020 la médaille de l'enseignement et de la recherche. Merci beaucoup d'être là, Sébastien. Alors maintenant, on va vous demander de réagir par rapport à ce que vous avez entendu sur cette matinée très riche. Voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé? À quoi ça vous... Qu'est-ce qui vous inspire là-dedans? Comment vous voyez les choses? Merci beaucoup déjà pour cette invitation. J'ai été très intéressé par cette matinée, par la présentation de ces différents exemples de sortie, au moins dehors, voire plus loin, des écoles d'architecture. Je vais vous raconter, pour vous faire comprendre ça, une petite anecdote. Il y a 15 ans à peu près, j'avais invité dans notre école Dennis Meadows, donc l'un des principaux auteurs du premier rapport au Club de Rome, The Limits to Growth, qui est un espèce de héros pour tous les gens qui ont embrassé la cause, disons, de l'écologie depuis les années 70, 72 en particulier, date à laquelle était paru le premier rapport. Et je l'avais invité à parler à l'école, alors je vous passe le détail, mais vous vous en souvenez, Valérie, mais ça avait été un événement très très important dans notre école, où quand on organise des conférences à Marne-la-Vallée, on n'a pas foule en général de l'extérieur, et où là on avait vu affluer le banc et l'arrière-banc des gens préoccupés par les questions d'environnement et d'écologie. Yves Cochet, tous les gens dont Meadows était le héros dans les années 70, Jean-Marc Jancovici, enfin tout le monde avait afflué comme ça à l'école. Bon. Et j'ai passé 3-4 jours avec Meadows à cette occasion, et Meadows à l'époque était préoccupé. Il était préoccupé parce que quelques années, voire décennies avant, il avait, avec quelques collègues du monde entier, eu l'idée de trouver un lieu où ils se réuniraient pour partager leurs préoccupations sur l'état du monde. Et ils avaient acheté une propriété un terrain avec une ancienne ferme, en gros des bâtiments agricoles, tout ça, dans les Pyrénées, 50 hectares dans les Pyrénées orientales, comme ça. Et puis ils vieillissaient, tous ces gens, et puis ils étaient très loin les uns des autres, etc. Et Denis, certains étaient morts, et Denis était en fait préoccupé parce qu'il essayait de revendre cet endroit. Quand j'ai appris ça, qu'il y avait comme ça 50 hectares de restants, de granges, etc., qu'ils avaient commencé d'ailleurs à installer, j'ai été voir le directeur de notre école en disant, écoutez, ça me paraît être une occasion en or pour déplacer au moins partiellement notre école dans un contexte autre que celui d'une ville nouvelle autour de Paris, pour y faire éventuellement d'autres choses complémentaires
qui aiderait peut-être les étudiants en travaillant directement à faire les murs, à faire des trucs en échelle 1, à faire de la permaculture éventuellement aussi, etc., qui les aiderait peut-être à se préparer un peu mieux qu'une ville nouvelle aux enjeux des bouleversements du monde qui sont en train d'advenir. Donc, je suis évidemment très très heureux. Alors, je vous passe les détails, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché et aujourd'hui j'ai constaté encore récemment que cette propriété était devenue un Airbnb avec piscine et tout ça. Donc je suis extrêmement heureux, même parfois un peu jaloux, des expérimentations qui sont menées dans des écoles d'architecture, soit pour, comme on l'a vu à Lyon, soit pour se saisir du site et du campus de l'école pour en faire un monde, en gros, vivant, soit d'aller chercher ailleurs. Et il y a d'autres exemples. Un dont je suis très jaloux, c'est l'expérimentation de Paul-Emmanuel Loiret là, dans le Limousin, où, de fait, réussissant à récupérer une grange, c'est pas cistercien, mais d'un ordre du XIIe ou du XIIIe siècle, comme ça, absolument magnifique, eh ben, il s'emploie à réparer tout ça, à faire toutes sortes d'expérimentations avec le vivant à côté. Il me semble que c'est à l'évidence la direction dans laquelle il faut s'engager. Pourquoi ? Parce que, en somme, quand j'essaye de résumer l'enjeu de ce que certains appellent la transition, ou la bifurcation, etc., il s'agit de quoi ? Il s'agit, au fond, je le résume comme ça, il s'agit de passer d'un mode d'usage des sols délétère, qui est basé sur le modèle de la mine, de l'extraction. C'est-à-dire, c'est ce qu'a fait notre révolution industrielle, ou nos révolutions industrielles depuis 2 siècles, qu'elle est allée taper dans la lithosphère. Taper dans la lithosphère pour aller y chercher des ressources. D'ailleurs, le mot ressources, je vais y revenir, n'est pas très adapté pour parler de ces choses-là. D'aller chercher des matériaux, d'aller chercher des énergies extrêmement denses dans tout ce qu'on appelle le fossile. La révolution industrielle ça a été 2 siècles d'exploitation, d'extraction croissante de ces choses-là. Je dis, et donc il faut passer de ça à basculer autant que possible vers un autre mode d'usage des sols, beaucoup plus durable en principe, que représente le jardin. C'est-à-dire un mode d'usage des sols qui va au maximum, entre guillemets, se contenter, voire faire foisonner les vraies ressources. Les vraies ressources au sens propre, c'est-à-dire celles qui sont capables de ressurgir dans, disons, le pas de temps des sociétés humaines, en gros. Le pétrole, le charbon, tout ça, c'est pas des ressources en ce sens-là. Leur mode de renouvellement est sur un pas de temps qui n'a rien à voir avec nos histoires, l'histoire de nos sociétés. Donc il s'agit autant que possible de sortir de la mine et donc de l'extraction de la lithosphère pour aller faire foisonner ce qu'on appelait autrefois les systèmes de surface, la biosphère en tout cas, à l'interaction de la pédosphère, de l'atmosphère, de l'hydrosphère, en gros, ce que certains appellent aujourd'hui la zone critique, en gros. Donc il s'agit de passer à ça. Bon. Donc ces déplacements dont on vient de parler, c'est des choses, c'est ça qu'ils entreprennent, de passer au fond de la mine, du modèle d'usage des sols de la mine à celui du jardin. Donc moi je peux que me félicite de voir toutes ces choses fleurir aujourd'hui dans les écoles. Si je pouvais ajouter une petite chose là-dessus, c'est que pour faire ça, ça veut dire en gros ce qu'un tout jeune architecte qui a eu une très grosse influence sur la permaculture,
formulait, dès 1972, en juillet 72, dans un grand numéro de la revue anglaise qui s'appelle Architectural Design, qui était à l'époque assez entreprenante, et qui avait consacré un numéro entier en le confiant à ce tout jeune architecte étudiant en architecture de 24 ans, qui s'appelle Colin Moorcraft, de faire tout un numéro sur le thème « Designing for Survival », projeté pour la survie. Et ce tout jeune étudiant en architecture, lecteur vorace de toute la littérature à l'époque, George Scourogen, je sais pas quoi, Barry Commoner, enfin toute la pensée écologique, biologique, etc. de l'époque, avait fait un texte qui s'appelait donc Designing for Survival, un essai extrêmement puissant, qui faisait un procès au couteau de la révolution verte, qui avait consisté à exporter, disons, le paquet de l'agriculture industrielle dans le monde entier, en accélérant là-bas ce qui s'était produit dans les pays industrialisés au cours de la révolution industrielle, c'est-à-dire un exode urbain massif, le drainage des ressources et des populations vers des métropoles de plus en plus grandes. Ils avaient exporté cette chose-là, détruisant les savoirs vernaculaires partout. C'était très tôt pour faire un procès au couteau de cette fameuse révolution verte pour laquelle son promoteur, le grand agronome américain Norman Borlaug, venait de recevoir le prix Nobel de la paix pour avoir sauvé, c'était l'idée, 1 milliard de gens de la famine, machin. Donc lui, il faisait une analyse tout à fait inverse de ce processus, et il terminait son texte, et je terminerai mon introduction là-dessus, en disant la chose suivante. Il s'agit de passer, quand on passe d'un mode d'usage de la mine vers le jardin, il s'agit au fond de passer à une technologie post-industrielle. Il s'appelait Beyond Industrial Technology, sa conclusion. Et il disait une chose très simple, comme ça. Il disait, au fond, qu'est-ce que devraient être les principales vertus ou qualités d'une technologie? On en a besoin de technologie. Nourrir un enfant à la cuillère, c'est une technologie. Il faudrait que ces technologies, nos machines, nos outils, nos modes d'organisation, ils respectent essentiellement trois qualités. La première qualité, je ne les prends pas dans l'ordre, c'était d'être des systèmes intégrés. Et par intégrés, il entendait, c'est la fameuse circularité chère aux écologistes, il entendait des systèmes, des techniques qui minimisent les intrants, on ne peut pas totalement les éliminer, il faut en avoir conscience, mais qui les minimisent et qui minimisent les extrants, autrement dit, qui tournent au maximum sur eux-mêmes. La deuxième qualité qu'il devrait avoir, c'était ce qu'il appelait la flexibilité. Par flexibilité, il entendait des systèmes techniques, des machines, des outils, des modes d'organisation et de production qui soient concevables, adaptables, réparables par leurs utilisateurs eux-mêmes, dans un rayon de convivialité raisonnable, en gros. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout savoir faire soi-même, mais ça veut dire qu'il faut organiser un monde autour de soi qui est capable de gérer l'ensemble de ces outils techniques. C'est très exactement aujourd'hui, si on veut prendre un exemple, la tâche que s'est assignée l'atelier paysan en France, qui consiste à former les agriculteurs qui s'installent, ou les paysans déjà installés sur leur ferme, comme ça, de leur enseigner, de leur apprendre en éducation populaire les techniques, disons, du fer et du bois, de manière à ce qu'ils soient capables de concevoir, adapter, réparer leurs outils eux-mêmes, et non pas s'endetter pour des décennies dans des boîtes noires auxquelles ils ne comprennent rien et qui leur dictent leur mode opératoire aujourd'hui. Vous voyez ? Donc ça, c'était la flexibilité, deuxième chose. Et le troisième chose qui a beaucoup influencé David Holmgren, qui le reconnaît dans le premier texte en 78, c'est la coopération. Ça devait être des systèmes coopératifs, c'est-à-dire, disait-il, des systèmes dans lesquels, ou des machines ou des outils, dans lesquels chaque élément remplit plusieurs fonctions et où chaque fonction est assurée et remplie par plusieurs éléments. Autrement dit, c'était un fonctionnalisme. Il fallait que ça fonctionne, voyez. Mais un fonctionnalisme, on pourrait dire un alter-fonctionnalisme,
tout à fait à l'opposé du fonctionnalisme canal historique qui avait inspiré l'architecture moderne, qui consistait à dire le modèle de quelque chose qui fonctionne, c'est la machine industrielle dans laquelle chaque élément remplit à fond et super efficacement une seule fonction, voyez, qui a donné son modèle, par exemple, à l'urbanisme de zoning, dans lequel vous avez des villes où là on dort, là on fait, là ça marche super bien, vous voyez. Voilà. Le modèle, c'était plus la machine. Le modèle de cet alter-fonctionnalisme, c'était les écosystèmes. Un écosystème dans lequel, effectivement, chaque élément n'est pas assujetti à une fonction. Il en remplit plusieurs, vous voyez, et chaque fonction est assurée par plusieurs éléments, ce qui est la clé de la métastabilité et de la résilience de ces écosystèmes. David Holmgren a reconnu, comme ça, dans le premier... alors lui, il était encore plus jeune hein, quand il a fait le manifeste de la permaculture, il avait 21 ans. Ça, je dis ça parce que c'est pour les étudiants. N'attendez pas qu'on vous enseigne ce qu'il faut faire demain. Ce sont 2 étudiants qui ont révolutionné la pensée sur le fonctionnalisme aujourd'hui. Parce que le problème de l'architecture moderne qui leur avait été enseignée, c'était pas qu'elle était fonctionnaliste. Pas du tout, il fallait que ça fonctionne. Elle était admirable en son sens, en un sens. Il fallait pas l'accuser d'être fonctionnaliste. Il fallait l'accuser de se tromper de modèle. De se tromper de modèle et de ruiner une planète qu'il s'agit de rendre résiliente. Voilà, donc je suis super content d'entendre que plein d'écoles, en France, en Suisse, ailleurs, je reviens du Japon où j'ai vu des choses extraordinaires aussi, entreprennent cette bifurcation. Je vous remercie. Donc moi, je vais me joindre au discours de Sébastien Marot. Je suis aussi très jalouse de toutes ces prises de parole et de tous ces ateliers qui bifurquent un peu de l'enseignement que nous, on a pu recevoir en tant que génération, même pas si vieille, mais on n'était pas du tout encore dans ces questionnements et dans ces pas de côté pour l'écologie. Moi, j'ai un peu poursuivi, donc je suis architecte praticienne, mais je pense que l'apprentissage plus scolaire, j'ai eu envie de le compléter avec des expériences un peu plus informelles. Et donc, après l'école, j'ai essayé de trouver des moyens d'avoir des territoires de recherche un peu informels, des recherches de terrain. Et le thème que j'ai choisi, c'était celui du vernaculaire. Mais justement, pour parler un peu du lien qu'entretient, enfin de la posture un peu d'une architecture vernaculaire envers le vivant, et comment justement ces architectures font entrer le vivant dans leur manière de se fabriquer et de se concevoir. Et donc la première recherche, on l'a réalisée en groupe aux États-Unis, dans l'Est des États-Unis. Et donc c'était soutenu par une bourse américaine. Donc il y avait cette idée d'aller explorer une architecture vernaculaire, donc un peu d'importation et venant plutôt d'Europe. Et donc il y avait un peu ce paradoxe à aller étudier ce thème donc sur un territoire aussi colonisé, donc avec une architecture un petit peu catapultée sur des territoires qui ensuite a dû s'adapter. Et donc l'idée, voilà, c'était vraiment d'aller s'intéresser à cette posture de constructeur et parfois d'architecte. Il y a aussi toute une partie du livre qui est dédiée plus à un peu l'héritage de ces constructions vernaculaires. Et comment est-ce qu'elles peuvent aujourd'hui résonner de manière contemporaine dans nos manières de fabriquer, de construire. Et ce matin, on a beaucoup parlé d'observation, de redessin, d'analyse. Et c'est vrai que c'est un peu par ces recherches un peu informelles que moi je continue d'alimenter ma pratique par ce biais-là. Et c'est souvent l'observation, elle est très importante parce que
c'est souvent dans des détails et dans des éléments qui sont pas vraiment qu'on ne peut que observer, par exemple le fait d'implanter un bâtiment, de le surélever légèrement du sol pour se servir de cette surélévation pour aérer tout un sol d'une architecture agricole, mais en même temps permettre la continuité de la biosphère sous ce bâtiment. Donc c'était beaucoup de petits éléments comme ça qui je pense, peuvent résonner dans nos manières de concevoir l'architecture. Dans la manière de pratiquer, je pense que ça peut avoir plein de retombées très diverses et que ça peut être des références, comme peuvent l'être aussi des types d'architecture construites beaucoup plus savantes. Et voilà, c'est un peu cette posture d'utiliser des opportunités créées par d'autres types de vivants. On parlait d'affordance ce matin, c'est vraiment ça, les opportunités, toutes les cavités, les infractuosités. Comment est-ce que des constructeurs humains aussi se sont servis d'une cavité sous un rocher pour juste avoir à construire un mur, pour utiliser des architectures naturelles comme déjà faisant partie de ces bâtis. Et c'est une manière de s'intéresser un peu à l'ensemble du vivant. Et puis aussi de peut-être aborder la construction par de plus petites échelles, de plus petits assemblages. Ça ne veut pas dire qu'on s'éloigne de toutes les questions de densité, des questions plus urbaines, mais que c'est une posture qu'on prend et puis qu'on va pouvoir aussi décliner sur des façades plus grandes. C'est des principes assez simples, finalement. C'est aussi revenir à des notions de juste nécessaire et de simplicité, mais qui permettent aussi, à mon sens, d'inspirer aussi des manières de faire des bâtiments à bien plus grande échelle. On va laisser la salle réagir un peu à tout ce qui s'est dit ce matin et juste maintenant. Donc, on vous laisse avec les micros. Aline et Régis vont les faire circuler. On fait porte-micro. Vous n'avez pas des questions, des réactions par rapport à tout ce qui s'est passé ce matin? Vous avez faim déjà? Suzanne Monod, École d'architecture de Lyon. Je voulais poser une question sur une des présentations de Xavier, je crois, où il exigeait que les étudiants le travail d'observation et processus de conception, il me semble aussi, seuls. Et alors, nous, on est plutôt dans un domaine d'études de master où on met l'accent sur la collaboration. Et je voulais savoir pourquoi est-ce que cette obligation de travailler seul? Comment dire, j'ai du mal à m'exprimer. Évidemment que la collaboration, c'est au fondement, et l'entraide, c'est au fondement du fonctionnement de ce vers quoi on va. Et Dominique Gausin-Müller travaille en ce moment sur une thèse sur ce qu'elle appelle l'écosystème convivial. Et effectivement, la question de la convivialité, ce que Sébastien Marot vient de souligner là avec le troisième principe, c'est-à-dire effectivement ça c'est fondamental. Mais dans un cadre très pédagogique comme ça, l'idée de travailler, donc ils ont tous installé ensemble, en fait, il y a eu beaucoup d'entraide entre les projets, mais c'était l'idée de pouvoir tester par soi-même une idée qu'on a menée de bout en bout, en éprouvant réellement la difficulté physique de la fabrication, de l'installation par soi-même. Je ne dis pas qu'on fera toujours ça, peut-être l'année prochaine on fera quelque chose de complètement tous ensemble, mais ça donne des résultats intéressants quand même. Voilà. Mais je ne suis pas accroché spécialement à ça, et évidemment parce qu'il y a un revers de médaille qui n'est pas forcément... voilà, je revendique pas, c'est-à-dire je revendique pas de faire travailler les étudiants seuls, voilà.
Oui, bien sûr. Bonjour, merci pour vos présentations. Philippe Volosine, je suis chargé de recherche au laboratoire Passage, en paysage, architecte, paysagiste sonore, etc. Enfin, voilà. Bien, oui, non, je voulais réagir en fait au propos de Monsieur Marot, à propos des boîtes noires et justement de la flexibilité. En termes de souvenirs, moi, ça me rappelle une conférence à laquelle j'ai eu la chance de participer, enfin d'assister, une conférence d'Abraham Moltz à Strasbourg. Hein. Oui, qui effectivement, lui, parlait également des boîtes noires, mais plutôt dans le registre du passage d'un monde analogique au monde numérique. Et à mon sens, il s'agit de la même histoire, quelque part, c'est-à-dire de passer d'un monde transparent, en quelque sorte, où tout le monde a accès au système, où tout le monde peut y interagir, où tout le monde peut amener quelque chose, etc., à un système totalement opaque. Et en fait, on court, à mon sens... Enfin, c'était le propos d'Abraham Moltz, mais ça continue. Enfin, évidemment, l'expérience le confirme. On court de plus en plus vers une forme d'opacisation du monde qui nous empêche d'agir, qui est là pour nous empêcher d'agir. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas agir, bien évidemment, et fort heureusement. Mais voilà, une espèce de prise de pouvoir de la technostructure qu'on voit là maintenant s'exprimer, je dirais même d'une manière politique, etc. Hein, les derniers événements nous le montrent bien, etc. Et nous sommes, avec l'émergence notamment de l'intelligence artificielle également, hein, c'est effectivement cette opacisation permanente et de plus en plus forte du monde dans lequel nous vivons. C'est-à-dire qu'on se fait, en quelque sorte, desservir. Voilà, on est de moins en moins acteurs du monde. Et en fait, ce monde fait qu'il est de plus en plus difficile d'y être acteur et d'y avoir une interaction. Voilà, c'était juste cette petite remarque. Moi, j'ai toujours à mes étudiants arrêté de dire petit ou petite. Mais c'est ça, mais ça sert pas à grand chose. C'est quelque chose. On a dit quelque chose, on a fait quelque chose, on a pensé quelque chose. C'est jamais petit. Ceux qui pensent que c'est petit, c'est qu'ils n'ont pas compris. Si je peux réagir une seconde à cette remarque. Il y a, évidemment, moi je m'intéresse beaucoup, en ce moment en particulier, aux théories développées dans nos milieux qui vont exactement à l'inverse de ce que j'essaie de dire. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Benjamin Bratton. Benjamin Bratton, c'est un philosophe comme moi, d'origine, mais qui est beaucoup intervenu dans les milieux de l'architecture, en particulier à partir de 2014, date à laquelle il a pris la direction d'une école d'architecture, plus ou moins fondée par Rem Koolhaas à Moscou, l'Institut Strelka. L'Institut Strelka invite des architectes, chercheurs comme ça, étudiants un peu en fin de parcours, à venir travailler sur le concept de planification. En gros, Rem Koolhaas a toujours été nostalgique de la grande planification, et Benjamin Bratton, qui venait de publier un livre impressionnant qui s'appelle The Stack, a pris la direction jusqu'à la guerre en Ukraine, évidemment, où il a été rapatrié chez lui, c'est-à-dire sur la Silicon Valley, quoi. Parce qu'en gros, c'est un penseur des techniques et des technologies, et c'est à partir de là qu'il s'intéresse à l'architecture et à l'urbanisme aujourd'hui. Dans ce livre, au fond, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on ne peut pas échapper maintenant au saut d'échelle planétaire de la planification. Saut d'échelle qui est permis, mais aussi rendu nécessaire et permis à la fois par ces technologies opaques, qu'il appelle le stack, comme ça, c'est-à-dire digital, en gros. Le raisonnement est le suivant, c'est de dire, seule cette espèce de mégastructure digitale, cette espèce de mégastructure de capteurs, de mise en relation des choses, etc., a permis de documenter les problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui, à savoir par exemple le changement climatique, ou bien l'érosion, voire l'effondrement de la biodiversité, qui sont des hyper-problèmes invisibles à l'œil nu, c'est ce qu'il dit en gros,
que seul peut documenter cette mégastructure. Donc, seule cette mégastructure peut éventuellement les gérer, ces problèmes. Vous voyez l'idée? Vous voyez l'idée? Il s'agit de problèmes trop complexes pour être gérés de façon conviviale, en gros. Donc, il est un défenseur absolument ouvert, franco de port, quoi, de la technocratie. Voilà. Il dit c'est à la technocratie de prendre la main sur le truc. En fait, dit-il, c'est déjà plus ou moins le cas, mais il faudrait que ce soit franchement le cas pour améliorer cette infrastructure. Il a un agenda social, hein. C'est quelqu'un qui est un démocrate, c'est quelqu'un qui dit, c'est un accélérationniste, en gros. Vous voyez, bon. Le maître à penser, un des maîtres à penser de ces gens-là, c'est quelqu'un dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Stewart Brand. Stewart Brand, c'est un biologiste hippie dans les années 60-70, qui a été la principale cheville ouvrière du mouvement Retour à la Terre. Retour à la Terre, c'était lui qui avait lancé le Whole Earth Catalog, vous savez, cette espèce de publication qui vous conseillait les bouquins, les techniques, comment construire un dôme de Buckminster Fuller, tous les outils pour foutre le camp du complexe militaro-industriel et des métropoles pour aller s'installer et faire un truc anard, un programme un peu anarchiste comme ça. En 2008, Stewart Brand a écrit un bouquin qui s'appelle The Whole Earth Discipline. Et là, vous commencez à voir que ça va changer de discours. Et en gros, il dit, je me suis trompé. Je pensais à l'époque qu'on pouvait vivre dans un dôme de Buckminster Fuller, à la campagne. Je pensais que fumer du hashish ou prendre de l'ecstasy, c'était cool. Je pensais que tout ce qui était small était nécessairement beautiful, en gros, etc. Or, je réalise que les problèmes environnementaux auxquels on est confronté, le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité, sont des problèmes d'une ampleur et d'une urgence telle qu'on ne peut y répondre qu'avec la grosse artillerie. Donc, il dit, la grande solution, c'est la concentration. C'est le mot d'ordre de Stewart Brand dans ce bouquin. L'inverse de ce qu'il avait défendu autrefois, le Whole Earth Catalog, rappelez-vous, un de ses mots d'ordre, c'était l'inversion de la première phrase du manifeste du Parti communiste, « Workers of the world disperse ». Barrez-vous des métropoles, vous aurez une bien meilleure chance de faire s'effondrer le capitalisme comme ça que si vous luttez directement. Soustrayez-vous à ces logiques, et c'est là où vous avez éventuellement une chance. Là, il dit non. Ça doit être la concentration. Population des villes hyper denses. Vous voyez, hyper denses, les gens font moins d'enfants, c'est prouvé, même dans les bidonvilles, ils en font moins. Vous concentrez tout le monde là, vous réduisez l'empreinte directe physique des sociétés humaines, et ce sera parfait. Énergie, nucléaire. Nucléaire parce que quoi? Ben oui, les déchets sont très toxiques, mais ils sont concentrés. C'est pas comme le dioxyde de carbone et tout ça, où c'est diffus. Vous voyez, problème de nourriture, OGM. OGM parce que au moins c'est pas décevant les OGM, vous voyez, comme la nature, vous voyez, qui arrête pas de vous promettre des trucs puis ça s'effondre. Non, les OGM, vous contrôlez l'affaire. Et puis si tout ça, ça suffit pas, géo-ingénierie. Géo-ingénierie pour le truc. En gros, c'est ça le raisonnement d'une grande partie. Alors évidemment, le problème, et c'est là où Bratton est intéressant parce qu'il en est conscient. Il n'est pas non plus, comment dire, naïf là-dessus. Il dit, c'est pas du tout sûr que de faire évoluer cette mégastructure de façon à ce qu'elle soit capable de gérer les problèmes qu'elle repère ne va pas accélérer l'effondrement. Pourquoi? Parce que la mégastructure en question, elle se nourrit de la lithosphère. Elle se nourrit de tout ça. La développer à une échelle telle qu'elle pourrait gérer tous ces problèmes, conduite par une technocratie éclairée, peut-être que ça va juste accélérer l'extractivisme, mais il conclut, on n'a pas le choix. C'est un pari. Alors moi, c'est très exactement, enfin avec quelques autres, j'espère, un pari que je ne suis pas prêt à prendre. Vous voyez, en gros, parce que je pense que ce n'est pas un pari, c'est déjà tout vu. Je ne vois pas en quoi
cet accélérationnisme pourrait résoudre le problème, sinon l'accélérer, le problème lui-même. Voilà. Donc c'est tout. Dont je me réjouis, c'est que dans certaines écoles d'architecture, on n'entend pas, ou on se bouche les oreilles devant ces sirènes-là. Ah ouais, faut m'appeler, hein. Je ne vois pas dans mon dos encore. Bonjour, moi c'est... Ok. Moi c'est Alissa, je suis étudiante en L3 à l'école de Strasbourg et je voulais commencer par remercier tous les gens qui ont présenté des choses aujourd'hui et qui mènent des actions dans les écoles d'architecture parce que je pense que moi en tant qu'étudiante j'ai été assez frustrée de pas forcément aborder ces questions-là dans les questions de l'enseignement et bon aujourd'hui ça se fait de plus en plus. Mais je pense que ce qui est mis en place dans les écoles qu'on a vu ce matin, c'est hyper intéressant et on a juste, en tant qu'étudiante, moi j'ai juste envie de voir ça tout le temps et de me poser ces questions-là et je pense qu'on a vraiment besoin aujourd'hui dans les écoles d'architecture d'un contact plus proche avec le vivant, presque une relation plus émotionnelle, plus proche surtout, j'ai pas mal lu Baptiste Morisot et je pense que c'est vraiment important que, en tant qu'architecte concepteur, on ait vraiment ce rapport à la nature qui soit intégré dans les questions de conception et aussi d'un point de vue personnel dans le rapport à la nature qu'on va instaurer. Donc, merci à tous pour ce que vous faites dans les écoles. C'est vraiment ce genre d'initiative qu'on attend en tant qu'étudiant. Pas les cacher. Ouais, mais merci beaucoup. Et je voulais réagir au dernier propos. C'est moi. Non, j'ai un truc avec les micros. Bon, évidemment, on partage ça, mais si on pousse encore le raisonnement, en réalité, la capacité de l'architecte, qui est complètement inemployée, c'est aussi, à travers les toutes petites actions là qu'on a décrites les uns les autres, de mettre en œuvre des effets papillons. C'est-à-dire qu'au fond, des toutes petites actions dans l'espace, dans le temps, progressivement, c'est un jeu de domino. C'est-à-dire on fait pousser un seul domino et puis... Et ça fait des très grandes choses. Le problème de ça, c'est qu'effectivement, c'est difficile. Il n'y a pas de prédictionnisme. C'est pas prédictif. C'est-à-dire que on peut générer ce genre de choses. On peut en identifier un certain nombre, soit des négatifs, soit des positifs, mais c'est difficilement prédictif. Donc ça se met à marcher à partir du moment où beaucoup le font, où ça devient un peu une manière collective de faire. Ce qui nous renvoie à la question en opposition à l'intelligence artificielle, qui est celle de l'intelligence collective. Et moi, en toile de fond, j'en ai pas parlé là parce que c'était un peu court, mais en toile de fond de tout ça, j'étais très marqué par une lecture que je vous conseille, c'est l'écologie de la pensée de Bateson, même si ça date, mais la question de l'extended brain, le cerveau étendu. Il dit, voilà, là, on est un amphi, c'est pas une personne qui pense, c'est 100 personnes qui pensent ensemble, et en plus, maintenant, quand on pense ensemble, on pense aussi avec l'intelligence artificielle, donc ça devient un truc vraiment colossal. Mais la mise en œuvre de ces intelligences collectives humaines et non humaines, à mon avis, c'est un des super enjeux de l'architecture. Et c'est vraiment enthousiasmant, je trouve, pour les écoles d'architecture, pour que les écoles soient des lieux de recherche de ce truc-là. Bonjour, moi alors désolée si je m'exprime pas très bien, je suis assez timide. Je viens de l'école d'architecture de Clermont-Ferrand, étudiante en master. Ça marche plus. Oui, si, ça remarche. Oui, en fait, il y a quelque chose qui m'interroge en tant qu'étudiante en architecture. Valentin Kunik l'a très bien dit, c'est que on n'est pas spécialiste du vivant. En fait, on est spécialiste de l'espace et de la construction.
Et aujourd'hui, je trouve que la question qui se pose vraiment en architecture, c'est peut-être pas finalement l'intégration du vivant dans l'architecture, mais plutôt comment l'architecture et la en tant que discipline ne détruit pas en fait systématiquement le vivant. Je pense que c'est vraiment la question qui se pose aujourd'hui pour la pluridisciplinarité. C'est aussi comment en fait finalement on se dit je suis pas spécialiste de ça. Et comment, par exemple, en dialoguant avec peut-être des paysagistes concepteurs ou des biologistes, ou en fait des gens qui sont vraiment en fait spécialistes en fait de ce domaine, comment on intègre peut-être plutôt ces personnes plutôt que d'intégrer le vivant, en fait, comment on intègre d'autres disciplines à l'architecture. Et pour illustrer ça, je parlerai du fait que, par exemple, ce qui est confié aux architectes, les permis d'aménager sont confiés aux architectes, notamment en campagne et dans le monde rural, alors qu'en fait, ils sont pas du tout spécialistes du vivant. Et voilà. Et en fait, comment on se responsabilise un peu par rapport à ça, sachant qu'en fait, on n'est pas spécialiste du vivant et que certainement dans notre action, on risque certainement beaucoup plus de détruire que de construire quelque chose en fait avec le vivant. Et voilà, je vous partage en fait une tristesse par rapport à ça. Et aussi voilà, comme il y a beaucoup d'enseignants, je vous demanderais vraiment de réfléchir parce que c'est quelque chose que j'ai entendu plein de fois et qui, je trouve, est pas assez remis en question. C'est quand il y a un étudiant qui cherche un site de projet et qui va voir un champ et il va se dire « Ah, ça va être bien, ici, il y a rien ». Et voilà. Et comment, en fait, on fait pour apporter cette sensibilité-là et vraiment intégrer dans la construction le fait que quand il n'y a pas d'architecture, il n'y a pas rien, il y a du vivant et en fait, il y a de la ressource, il y a des possibilités et voilà. Et donc, en fait, comment on fait pour peut-être pas pour, enfin voilà, finalement pour détruire le vivant. Je pense que c'est vraiment la question qui se pose aujourd'hui. Bonjour et merci aussi pour toutes les présentations. Donc moi je suis Stéphanie Parini, je suis assistante à l'université de Mons en Belgique. Et ma réflexion, c'est que j'ai l'impression qu'il y a eu une grosse frustration au début des présentations en disant qu'on n'est pas assez, et que la bifurcation elle n'a pas encore eu lieu dans les écoles. Vous parliez d'effet domino, on se suit, en fait on est plusieurs à être d'accord sur l'urgence de penser les modes de faire et de donner cours et d'agir en atelier en architecture. Et je dirais que du coup, ma question, en fait, en vous écoutant, on repensait aussi beaucoup à Olivier Hamon, qui dit qu'il faut commencer par les marges, il faut toucher ces marges qui vont peut-être un jour contaminer le centre. Et je pense que nous, là, dans les écoles d'architecture, on est un peu ici, là, dans la marge. En fait, les gens qui sont ici, on est cette marge. Donc franchement, c'est une réflexion vraiment macro, mais comment est-ce qu'on va pouvoir accélérer ça? Olivier Hamon le dit, il dit... Il y a dans la marge, même au niveau des entreprises, des choses qui sont en cours. Il y a les choses qui changent, qui vont plus vers la robustesse, plutôt que justement cette fragilité que vous avez présentée. Mais on peut pas juste laisser faire, on doit accélérer aussi ce mouvement et l'accompagner. Et donc là, c'est peut-être plus une question pour vous, ministère de la Culture qui soutient la recherche, etc., de dire, ouais, en fait, à un moment, on va pas pouvoir attendre que ça vienne juste de colloques, on va devoir avoir une action qui permet d'accélérer, d'accompagner les choses. Donc voilà, je ne sais pas très bien ce qu'on pourrait apporter comme réponse dans cette accélération. Merci. Bonjour, Baranov Théo. Moi, j'étais étudiant en archi. J'ai été diplômé en 2022 de l'école de Strasbourg et entre-temps, j'ai fait un deuxième master en sciences de l'environnement. Et là, je voudrais répondre à un truc que tu as dit, c'est que en fait, ça fait quelques années que je suis les rencontres Ensaïco. Et c'est un truc dont je suis convaincu aujourd'hui, c'est que t'as plus un métier de l'architecte, t'as des métiers de l'architecte. Et tu crées un peu, comme quand t'arrives en master, au final, à ta sauce, tes ateliers, tes séminaires, tes trucs comme ça, tu peux te spécialiser. Tu peux devenir un spécialiste du vivant. Mais derrière, t'as une espèce de
de syndrome de l'imposteur qui est un peu terrible quelque part, parce que ce qu'on t'apprend là-dedans, c'est faire du bureau d'études, c'est donner du conseil sur un espace, c'est apprendre une autre vision qui est celle de l'architecte vis-à-vis des milieux, des espèces qui les peuplent, et derrière faire de la conception avec, c'est très compliqué. Moi, j'avoue que j'en sors tout juste. Je me questionne beaucoup sur notre rôle à tous là-dedans. Qu'est-ce que cette connaissance technique du vivant va apporter, alors que le côté pédagogique, émotionnel est super important là-dedans. Comment on s'y retrouve? J'avoue que j'en sais rien et j'ai très envie de m'y mettre activement là pour voir ce que ça donne tout ça dans un truc un peu concret. Retest. Dans le menton, ouais, c'est mieux? Ouais, tu le poses comme ça. Très bien, il est dans le menton. Mais j'en profite pour remercier tout ce qui a été présenté ce matin parce que ça me met du baume au cœur, ça me dit qu'en fait on peut faire aussi aux petites échelles. Et ça, je suis très friand de ça, donc merci à vous. Oui, bonjour. Damien Sans, je suis paysagiste et actuellement doctorant à l'UMR Passage et puis à l'école d'architecture de Bordeaux. Moi, je voulais réagir par rapport aux communications de ce matin. Merci à vous. En fait, j'ai trouvé très intéressant donc il y a eu une démarche de compréhension, d'essayer d'intégrer le vivant, de réfléchir à comment faire en se projetant sur des espèces particulières. Et je suis assez content de voir que dans un atelier, par exemple, on a essayé de faire des dispositifs pour des animaux particuliers, puis finalement ça n'a pas marché, et c'est d'autres animaux qui se les ont appropriés. Et je pense que ça part un peu aussi de l'idée que le vivant, en fait, il nous attend pas pour s'adapter, pour intégrer les architectures, pour intégrer l'habitat humain, etc. Et c'est pour ça que je trouve intéressant, Justine, l'architecture vernaculaire, parce que finalement, c'est une architecture qui est pleine d'aspérité, de fractures, d'anfractuosité, et c'est là que le vivant, en fait, se développe. Et donc je pense qu'il y a un peu comme dit Frédéric Néra, il y a une part inconstructible en fait de la Terre, et il y a une part qu'on peut pas contrôler, et on aura beau essayer de développer toutes les connaissances scientifiques qu'on veut sur une espèce et essayer d'adapter l'habitat, il y aura forcément des choses qu'on pourra pas contrôler qui se développeront dessus. Et je voulais aussi rebondir un peu sur l'idée de la dépossession de la capacité d'agir des gens au niveau politique. Qui est quand même un énorme problème, mais en même temps, il me semble que les sociétés humaines, c'est un peu comme le vivant, c'est quelque chose qui grouille, qui s'adapte, qui s'ajuste, qui détourne, qui modifie, et tout ça, ça participe un peu aussi de ce que James C. Scott appelle une conquête discrète en fait de droits et de liberté qui se développe, et donc tout n'est pas complètement négatif quand même, et les initiatives qui se passent là qu'on voit dans NSAECO, etc., ça participe un peu de ces petites choses un peu microscopiques qui vont les unes associées aux autres permettre justement de faire basculer les choses. Alors je dis pas que tout se passe au microscope, mais c'est quand même quelque chose qui est important, quoi. Voilà. Répondre. Donc, est-ce qu'il sait répondre sur deux choses là? Est-on sommet du vivant, rajouter quelque chose d'autre dans les programmes, etc. Ça, c'est une première grosse interrogation. Mets-le comme ça. Plus haut, bon, carrément sur la lèvre, alors pas le menton. Hein? Vous n'avez pas un deuxième micro? Bon, c'est pas très grave. Ah.
Je pense que l'autre sera beaucoup mieux, tu vois, la preuve, c'est ça. Ça, tu changes les piles. Donc, la question est... C'était pas mieux. Pas mieux. Dit apéritif. On a... La question, c'est pas d'ajouter des connaissances à déjà de la pluridisciplinarité, c'est de changer de modèle, passer de la machine au jardin. Point. Voilà, la réponse est claire. Et c'est ça qui va refonder les programmes, le contenu des enseignements et la discipline. Voilà. Cette piste-là, elle est considérable. Il ne s'agit pas donc... La deuxième réponse, c'est la question de l'Université de Liège. Comment accélérer? Comment accélérer? De décroître, on est sans micro. Comment accélérer? Les choses sont assez simples. Je pense que la question, c'est pas une question de vitesse. En tout cas, moi, c'est la première appréhension, et de changer de vitesse ou de braquer autre. C'est plutôt la question de comment s'orienter. Il faut pas nous prendre c'est-à-dire accorder nos boussoles. Essayez, je pense que... Et là, il y a beaucoup de pistes. Et ce matin, par exemple, dans cette question de comment s'orienter, alors je voudrais faire là pas mal d'auteurs, mais cette question des boussoles, ce matin, il y a eu une contribution, moi, je trouve très frappante pour moi, c'est cette question de Brown Tech. Vous savez, vous connaissez, je vous renvoie à cette boussole d'Home Green, de toute façon, qui a vécu depuis 2008. Tiens, c'est bien, aide-moi. Depuis 2008, elle a quand même vécu. Et pourtant, elle est toujours valide, elle est toujours inspirante. Donc ça, je vous y renvoie absolument, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire, ces quadrants avec ces deux vecteurs. Et donc, on va pas développer. Le Brown Tech, c'est quoi? Transition numérique, c'est quoi dans nos écoles? Exactement cette question, avec des auteurs à documenter maintenant solidement, comme ça a été esquissé par Marot. Donc c'est ça, c'est simple. C'est chez nous, cette question du rapport à la machine, à la technique et au rôle qu'on veut lui faire jouer dans notre futur d'architecte, de concepteur d'espace, de transitionneur, ce que vous voudrez. Je ne sais pas si je suis clair, c'est en gros ça, pour moi, la grosse question urgente. Et on est pétri, en gros, quand on passe son PFE dans une école d'architecture, qu'est-ce que font le mois d'après ou les mois d'après nos étudiants, nos ex-étudiants? Ils se retrouvent devant un écran à faire du Revit, essentiellement. Et ça, c'est effectivement plus possible. Et donc, pas parce que Revit c'est mal, c'est parce que effectivement, il manque quelque chose comme un pas de côté et que ces ex-étudiants réinforment, on va dire, aussi bien la profession, les situations réelles, que l'intérieur de nos écoles. Et là, on a un gisement énorme de personnes encore engagées et qui peuvent venir comme... comment dire, traducteur, interprète entre deux univers, le dans école et dans le hors école. Donc on a des énormes réservoirs dans nos ENSA de changements, de bifurcation, de bouleversements, et on a, c'est un devoir impératif que de le faire, puisque les écoles sont des lieux qui sont les futurs refuges, les futurs lieux de recours, en tant que domaine, en tant que ici. C'est magnifique d'arriver dans cette école pour la première fois parce que elle est jardinée, cette école. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'écoles d'architecture en France. Donc il va falloir faire un inventaire de comment toutes ces écoles d'architecture deviennent des jardins. En fait, c'est assez simple. Et pas uniquement un univers de machines qu'on connaît, qui ont été inventoriées quand il a fallu résoudre le problème de la facture d'électricité. Le ministère a mis de l'argent sur, et pour pouvoir résoudre nos petits problèmes, énormes problèmes de chauffage ou de climatisation, je sais pas, et disons de savoir comment on pouvait répondre en réglant nos machines. Donc il y a eu une réactivité énorme pour adapter les machines des domaines des ENSA, des 21 ENSA, alors qu'on ne sait pas faire ça. Bon, pour le passe la parole. Voilà. Non, j'ai un mot. Il y avait Juan Carlos qui attendait. Ouais, j'avais levé. Alors vas-y. C'est juste un petit démenti. Vas-y, Eric. Oui, donc Eric Albisser, Strasbourg, est membre de l'équipe Enseco. Donc en fait, il y a un tout petit démenti, Philippe. On avait discuté de proposer samedi au Coorg de faire un petit groupe de réflexion pour faire des profils de postes
C'est un petit scoop aussi pour le ministère, mais en fait parce qu'à Strasbourg, il manque des botanistes, écologues, enfin appelons ça comme on veut, des jardiniers qui expliquent bien en licence, dès la licence, parce qu'on le sent en master dans les projets, ça manque. Donc il y a des cours théoriques, tout simplement sur les réseaux mycorhiziens, toutes ces choses-là. Voilà. Et bon, tu sembles avoir tranché que c'était pas nécessaire. Bon, ben là, on va en discuter samedi, parce que pour répondre à l'étudiant de Clermont-Ferrand, effectivement, je pense qu'il manque quand même des disciplines qu'il faut rajouter dans un pot déjà trop petit. Mais qui sont quand même ce genre de spécialistes. Et donc, je propose que le réseau, dont c'est le rôle, éventuellement fasse une fiche de poste à peu près type, qui soit adaptable par les écoles, parce que c'est pas évident de calibrer un profil comme ça. Voilà, par rapport à la pédagogie. Mais bon, le réseau a sa dynamique, c'est aussi que on n'est pas d'accord, mais comme on est amis, on arrive toujours à un résultat. Je vais donner la parole en dernier. Oui, bravo, Rick. On va donner la parole en dernier à Juan Carlos, et après je reprendrai la parole pour vous annoncer comment va se passer la suite. On va être obligé d'interrompre les interventions parce qu'on est déjà en retard et le repas est déjà servi. Juan Carlos. Et après, on aura le temps demain encore. Tu veux dire quelque chose, Julie? 2 secondes en fait, parce que, excusez-moi, une petite ingérence dans le débat, et juste pour signaler l'existence du film des AJAP 2023 qui s'appelle Penser l'incertitude, dans lequel aussi intervient Justine Lajus, qui montre toute une génération en fait d'architectes qui acceptent l'idée même d'incertitude, qui composent et bâtissent avec elle. Voilà, c'est tout. Oui, bonjour. Donc, Juan Carlos Rojas Arias, maître de conférence à l'École d'architecture de Toulouse. Merci pour toutes les présentations autour de ces sujets de les écoles d'architecture comme espace de vie. Parce que moi, je pense que c'est une question sur laquelle, depuis 2-3 ans, le réseau s'interroge. Donc, des espaces de vie conscients du vivant. Il y a, en effet, une interrogation sur comment enseigner la transition écologique dans des espaces qui sont totalement indifférents à ces questions. Énergivores, passoires énergétiques, passoires thermiques, et qui même dans des projets d'extension-rénovation ne prennent pas en considération ce qui existe aujourd'hui. Donc moi, ce que je voulais, c'était d'une part remercier toutes les interventions et puis demander surtout quel a été le soutien de la part de la direction, parce que moi je pense effectivement que, comme le dit notre collègue de Mans, c'est effectivement une question aussi de posture, d'orientation politique, des décisions de la part des directions. Donc quel a été le soutien des directions pour que ça puisse être possible? Parce que de toute manière, il y a des initiatives certes qui existent, donc des petites actions, on est dans les marges, ok, mais est-ce qu'on ne devrait pas, nous, en tant que réseau aussi, peut-être interpeller les collèges des directeurs pour que des choses soient possibles et puissent agir aussi à une autre échelle? Donc, quel a été de votre part, je ne sais pas, à Lyon, et puis dans des autres écoles qui ont présenté l'engagement de la part de la direction? Alors, ils te répondront pendant le déjeuner. Je sais bien manipuler, hein. Moi, je tenais à remercier donc Monsieur Marot d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous. Alors, je vais l'appeler Justine. Alors, Sébastien, pour être équitable, et Justine pour leur venue partager avec nous ce moment de réflexion. Merci à tous. Un petit point.